Quel remède pour venir à bout de la crise de l'hôpital en Europe? C'est le thème de notre grand angle. Urgence saturée, pénurie en tout genre, soignants à bout et manque de moyens. La crise s'aggrave dans le secteur hospitalier et ce dans plusieurs pays d'Europe, on va le voir. Emmanuel Macron pour la France a annoncé plusieurs mesures ce vendredi pour faire face à cette crise. Mais les gouvernements posent-ils les bons diagnostics face à cela? Pour en débattre avec nous, Frédéric Lapostole, bonsoir. Vous êtes professeur de médecine d'urgence à l'hôpital Avicenne de Bobigny, c'est à côté de Paris. Et vous êtes également directeur adjoint du SAMU 93. Et puis en ligne avec nous également Denis Rance, chef de service adjoint de l'hôpital de Nivelles en Belgique, un établissement qui fait partie du pôle hospitalier Jolimont. Merci à vous Denis Rance d'être également avec nous en direct. Mais on va revenir avant tout sur l'actu du jour. Emmanuel Macron a donc présenté ses vœux au personnel de santé et aux soignants. Il a fait plusieurs annonces, par exemple organiser différemment le temps de travail, la fin de la tarification à l'acte ou encore l'accélération du recrutement d'assistants médicaux. Selon vous, Frédéric Lapostole, ces quelques mesures, est-ce qu'elles vont dans le bon sens? Est-ce qu'ils posent le bon diagnostic? Alors j'ai entendu la partie diagnostic, j'ai pas pu entendre les traitements qui étaient proposés, je les ai lus par la suite. Et je partage complètement le diagnostic. Alors c'est pas mal parce que nous on a l'habitude pour prendre en charge d'un patient de se dire qu'il faut commencer par faire le bon diagnostic. Donc il va y avoir consensus sur le diagnostic. Le problème auquel est confronté le président de la République et le gouvernement, c'est à la fois de colmater les brèches parce qu'il y a des urgences à régler immédiatement, tout en repensant l'organisation du système de santé. Et penser qu'en colmatant quelques brèches et en réorganisant une partie de l'hôpital, on était plutôt sur les urgences ici, on va résoudre le problème, me paraît tout à fait illusoire. Il parle du mois de juin pour se donner une borne dans le temps. Mais vous me disiez, avant qu'on prépare ce débat, que c'est bien de voir à court terme, mais il faudrait voir à long terme désormais. La situation dans laquelle se retrouve le système français, et j'ai pas dit le système hospitalier, c'est le système de santé global dans son intégralité, c'est la conséquence de 25-30 ans de décisions politiques et il est illusoire de penser qu'en quelques mois, on va changer de cap. Donc, ne serait-ce que parce que le temps de formation des professionnels de santé, c'est pas quelques semaines, c'est pas quelques mois. Et que même s'il y a des postes, même si les postes sont créés, on n'a personne à mettre dedans. Aujourd'hui, des postes de médecins, des postes d'infirmières, des postes de paramédicaux disponibles, il y en a partout. Mais il n'y a personne pour mettre en face. Et donc, il faut réussir à mener en même temps, mais nous on a un peu l'habitude, ça c'est notre métier, traiter l'urgence tout en se disant que ce patient, il faut changer son pronostic à moyen et à long terme. Et ça c'est vachement compliqué, mais ça c'est le boulot des politiques. Denis Rance, je vous voyais être d'accord avec ce que disait Frédéric Lapostole il y a un instant. C'est le même constat en Belgique ? Oui, c'est le même constat et je pense qu'il faut des solutions sur le long terme. Il faut des choses à court terme, mais il faut des solutions sur le long terme aussi. Dans l'hôpital où je travaille, on est relativement épargné parce qu'on a du personnel en quantité, on n'a pas de lit fermé. Mais dans la province où je travaille, il y a des hôpitaux de la province. On a 3 hôpitaux principaux dans la province. Il y en a un des 3 qui a 3 unités fermées par manque d'infirmières. Les infirmières ont quitté l'hôpital. Alors ils avaient recruté des aides-soignants. Le problème c'est que c'est un hôpital où les aides-soignants ne gagnent pas assez que pour vivre dans la région et donc on se retrouve avec un problème qui se déplace, l'augmentation du coût des carburants font qu'il y a des gens qui ont démissionné et donc on se retrouve avec vraiment des difficultés qui font que, après c'est des choses on s'était déjà rendu compte de ça pendant la crise du Covid, il y a beaucoup de gens qui ont démissionné et donc on se retrouve avec ces unités fermées et donc après les patients sont déplacés de ces hôpitaux-là vers d'autres hôpitaux comme le nôtre et donc nous on se retrouve aussi débordés parce qu'on ne sait pas faire face au flux d'un autre flux plus le flux des voisins. Denis Rance, on verra tout à l'heure en France une illustration également de ce que vous venez de nous témoigner. Avant de retourner en Belgique pour voir concrètement comment ça se passe sur le terrain, je voulais qu'on revienne quand même sur une annonce d'Emmanuel Macron. Il souhaite également, le chef de l'État, mettre en place à la tête des établissements un tandem désormais administratif et médical. Écoutez. Moi, je souhaite qu'on puisse aller, et on a plusieurs textes de loi portés par nos parlementaires qui permettront d'aller dans ce sens, qui est, le ministre mène une concertation qui nous permettra de préciser les modalités organisationnelles, mais qu'on puisse mettre à la tête de nos hôpitaux un tandem administratif et médical. Un vrai tandem qui, sur la base d'un projet qui est soumis, en redonnant toute une place aussi au conseil d'administration de notre hôpital,
puisse bâtir un projet, qui soit évalué, que le meilleur projet soit choisi et que ce soit un tandem qui soit mis en place. Je pense que c'est une bonne chose pour que tout le monde travaille bien ensemble, main dans la main. Frédéric Lapostole, travailler main dans la main. Elle est pas mal quand même cette mesure, puisque ça change un petit peu. Il n'y a plus que de l'administratif à la tête d'un hôpital, il y a aussi du médical. Je voudrais juste, avant, faire une remarque. C'est intéressant ce que disait notre collègue belge, parce que le problème, il n'est pas français. Et on constate bien, vous avez aussi eu les informations sur ce qui se passe en Grande-Bretagne. Il y a un vrai problème européen. On va revenir dans un instant là-dessus, effectivement. Et ça c'est important, parce que ça change la donne. C'est pas que la France qui a pris les mauvaises mesures. C'est que tous les pays ont suivi un certain nombre de voies. L'une d'entre elles, il faut être clair, a été de se dire qu'en réduisant l'offre de soins, on réduirait les dépenses de santé. Et là-dedans, on avait sûrement bien intégré le fait que la population allait vieillir, qu'elle allait vieillir avec ses facteurs de risque, mais on a oublié deux choses. C'est le niveau d'exigence des patients qui a considérablement changé en quelques décennies. Et en même temps, le travail du médecin qui a changé. Il a à la fois changé techniquement, parce qu'on ne fait plus la médecine comme on la faisait il y a 25 ans, mais aussi parce que le temps de travail médical a changé. Mais ça vient aussi de la gestion des hôpitaux, et là on parle dans la plupart des pays d'Europe. C'est ça aussi le problème ? On a probablement suivi les mêmes voies en se disant qu'en ayant une offre moindre, on aurait moins de dépenses de santé, avec une population qui partout a vieilli, et les besoins de santé d'une population dont la moyenne d'âge est 75 ans n'est pas la même que quand elle a 40 ans. Et la durée d'hospitalisation pour le même événement d'un patient jeune, c'est la moitié de ce qu'il faut pour un patient âgé. Et donc cette annonce d'Emmanuel Macron sur ce tandem ? Oui, pour y revenir. Oui, évidemment, c'est une bonne chose de remettre plus de médical en se disant qu'il y aura un peu plus de perspective. La question, c'est de savoir quel sera le pouvoir de ce tandem. S'il est juste là pour gérer la pénurie, ça ne va pas changer grand-chose. Non, Encore une fois, parce que le diagnostic, il est connu. Mais il va falloir trouver le bon médicament, comme vous disiez tout à l'heure. Denis Rance, pour rebondir sur ce que disait Frédéric Lapostole, vous avez l'impression que désormais, l'hôpital, c'est beaucoup plus compliqué de le gérer de manière locale que c'est à l'échelle nationale, européenne. Il faudrait un peu plus de local, selon vous ? Je pense que déjà, en fait, nous, par exemple, en Belgique, on a beaucoup maintenant la création de réseaux hospitaliers. Donc, on travaille comme ça de manière associée. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui a ses limites aussi. Je pense que pouvoir avoir une offre de soins locale, c'est quelque chose qui est important pour les gens. Nous, finalement, on est un peu la porte ouverte dans le centre de la ville, et donc ça permet d'avoir un accès aux soins, et donc c'est pas mal. Maintenant, après, c'est nécessaire aussi d'avoir des spécialités qui rencontrent des pathologies intéressantes, et donc le fait de pouvoir concentrer un peu, c'est intéressant aussi. Mais c'est vraiment tout ça qu'il faut, je pense, pouvoir intégrer. Maintenant, j'étais assez d'accord avec ce que mon confrère français disait, parce que effectivement, c'est dans l'offre de soins, enfin nous on a le même problème, on a fermé des lits, on se retrouve avec une quantité d'offres qui diminue, l'exigence des patients qui augmente, et donc finalement on se retrouve, les gens on pense qu'ils vont pas venir, mais ils viennent quand même, et nous on n'a pas forcément toujours les moyens de les recevoir avec des délais qui sont corrects, et c'est très difficile pour le personnel soignant aussi, parce qu'en fait on est confronté à faire des prises en charge qui ne sont pas celles qu'on voudrait faire. Et donc, on se retrouve dans des situations compliquées. Moi, je travaillais dans un plus gros hôpital jusqu'à 2 ans, et je l'ai quitté parce que j'avais l'impression de ne plus avoir toujours des soins humains, parce qu'on avait des gens partout dans les couloirs, il fallait les contourner pour avancer, qu'on devait laisser des gens dans des situations qui n'étaient pas correctes. Ici, je suis dans un endroit qui est plus local, effectivement, et dans lequel je peux prendre plus de temps avec les patients, et c'est beaucoup plus valorisant. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on est dans un hôpital où on a moins de pénurie de personnel, parce que justement, on a cette possibilité de travailler ensemble. Donc ça aussi, c'est important. Denis Rance, on a vraiment l'impression que ce sont un petit peu les mêmes constats, effectivement, dans plusieurs pays. On va regarder justement ce reportage de nos confrères de la RTBF sur justement la situation sur les hôpitaux en Belgique. Regardez. Sur ce brancard, un enfant de 2-3 ans à peine. Son état est grave. Nous sommes dans le service de réanimation pédiatrique. Des soins intensifs réservés aux bébés et aux enfants. Le service est totalement submergé. Depuis plusieurs semaines, une épidémie de bronchiolite, mais aussi de streptocoque ferrage. Et avec la pénurie d'infirmiers, les hôpitaux n'arrivent plus à suivre. On s'est retrouvé à avoir entre 0 et 1 place dans tout le pays pour accueillir des enfants en réanimation pédiatrique. C'est jamais arrivé. Bon. Ce petit garçon de 2 ans en a fait les frais. Il vient de Bruxelles et a dû passer par 3 hôpitaux pour finalement être pris en charge ici à la Louvière, alors qu'il était entre la vie et la mort. Sa maman est encore bouleversée. Elle préfère témoigner à visage caché.
Je suis baladée en fait d'hôpitaux en hôpitaux parce qu'il n'y a pas de place. Je me retrouve ici avec, par miracle, mon enfant vivant. Je pensais que j'allais vraiment le perdre. Ça a été, à mon avis, très limite. C'est horrible, on est quand même en Belgique. Et c'est terrible, oui, c'est terrible. Il manque jusqu'à 30 000 infirmiers dans le pays, un manque de personnel particulièrement criant dans des services très spécialisés comme celui-ci. C'est révoltant encore plus quand il s'agit d'enfants, je trouve. Là, c'est clairement leur vie qui est en jeu et on est au strict minimum. Les infirmières enchaînent les heures supplémentaires, elles sont épuisées. C'est aussi au niveau psychologique, on sent que ça commence à devenir dur, la pression qui est sur nos épaules. Et puis c'est toujours cette crainte, et si un jour je suis trop fatiguée, que je suis plus attentive et que je fais une erreur, quelles vont être les répercussions de mon erreur, quelles vont être les conséquences? Il est urgent d'agir, il est urgent d'arrêter de couper dans les financements des hôpitaux, les financements de soins de santé, urgent d'investir dans ces professions de soins de santé, mais que ce soit infirmières, mais aussi technologues en imagerie médicale et de soignants. Et vous savez, maintenant, même les médecins deviennent compliqués à recruter à l'hôpital. Donc il est urgent d'arrêter de malmener les hôpitaux ainsi. En tout, en Belgique, quelques 2600 lits d'hôpitaux sont condamnés par manque de personnel, ainsi que 157 aux soins intensifs. Cela représente entre 5 et 10% du nombre total de lits. Denis Rance, on vient d'entendre cette mère de famille qui dit « Par miracle, je me retrouve avec mon enfant vivant ». C'est assez incroyable d'entendre cela en 2023. Tout à fait. En fait, on a eu des difficultés avec cette épidémie de bronchiolite qui a eu lieu ici au mois de décembre. Et donc, effectivement, on se retrouvait avec des difficultés d'hospitalisation. Et en fait, ça part d'un phénomène où il y a eu un épicentre plutôt en région bruxelloise avec des lits de réanimation qui étaient fermés et donc qui ont été des hôpitaux qui ont été débordés. Et tout ça a débordé vers ici l'hôpital de Jolimont qui est en province du Hainaut et qui dispose aussi d'un service de réanimation pédiatrique. Et donc, effectivement, c'est des patients bruxellois qui arrivaient à la Louvière, plus la charge de travail habituelle de la région du centre. Donc, en fait, on est dans un système qui est juste limite. Et dès qu'on a, par exemple, pour l'instant, il y a l'épidémie de grippe qui nous touche beaucoup. Et je pense qu'il y a les mêmes soucis dans certaines régions en France. Et donc, forcément, on est tellement juste que là, on s'est plus absorbé, quoi. Et donc, on se retrouve avec des situations compliquées. Frédéric Lapostole, vous êtes d'accord avec ce constat? On est vraiment à la limite, là, en fait? Oui, on n'est pas à la limite maintenant. Hein. Si vous repreniez les journaux ou les journaux télévisés des 10 dernières années, à chaque période d'épidémie de grippe, il y a des médecins urgentistes sur les plateaux qui ont tiré la sonnette d'alarme. Alors ça dure quelques semaines parce que c'est une épidémie de grippe. On tire une deuxième sonnette d'alarme en période de canicule en disant attention, c'est l'été, là on a des patients, ça va être compliqué à gérer. Et en fait, on est depuis des années dans une situation critique sur la corde raide et il suffit de peu de choses. Alors le Covid a donné illusion parce qu'on s'est adapté à une situation tout à fait exceptionnel, mais c'est le quotidien qui est compliqué à gérer dans nos services. Il faut faire quoi concrètement? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Ce qu'il faut se dire, c'est que on est soit dans un cercle vicieux, soit dans un cercle vertueux. Et on est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que si l'activité augmente de 10 ou 20%, on n'a jamais l'augmentation de 10 ou 20% du personnel. Et généralement, le travail de 12 est fait par 10. Et puis le 10 qui font le travail de 12, au bout d'un moment, il craque, il n'y en a plus que 9 pour faire le travail de 12. Et là, on craque plus facilement. Rajouter des lits, actuellement les lits ne sont pas fermés. Il y a eu deux choses. Il y a des lits qui ont été fermés par décision politique, mais aujourd'hui dans mon hôpital, il y a près de 30% de lits qui sont fermés parce qu'il n'y a pas le personnel médical ou paramédical pour les faire fonctionner. Donc ouvrir les lits, c'est possible, mais encore faut-il avoir du personnel à mettre en face. Je voulais qu'on revienne, Frédéric Lapostole, sur un exemple moi, qui m'a complètement frappé. On est à l'hôpital de Thionville. Thionville, c'est dans l'est de la France. Dans cet hôpital, 54 des 59 infirmiers et infirmières ou aides-soignantes de l'établissement sont actuellement en arrêt maladie. Je ne sais pas si on se rend compte, il n'y a que 5 actuellement personnel qui n'est pas en arrêt maladie. C'est vertigineux. Comment on explique qu'au 2023, on ait ce genre de situation? C'est ce que je disais, c'est le cercle vicieux. On demande à un personnel en sous-effectif de faire le travail d'un sur-effectif, parce qu'il y a plus de travail que d'habitude. Et dès qu'il y en a un qui craque, ça devient encore plus pénible pour les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des urgences dans ce contexte-là? Parce que c'est à peu près le seul service de l'hôpital qui ne peut pas s'adapter. C'est-à-dire que dans le service de médecine, s'il y a moins de personnel, on ferme un lit ou 2 lits.
et on fait avec. Les médecins généralistes, au bout d'un moment, ils mettent la clé sous la porte, ils ferment leur cabinet, ils rentrent à la maison. Les urgences, les structures d'urgence ne peuvent pas faire ça. Donc le flux d'amont augmente s'il n'y a plus de médecins, et le flux d'aval ne peut pas diminuer s'il n'y a plus de lits. Et c'est pour ça que les urgentistes sont en première ligne, et les premiers, depuis des années, à donner l'alerte. L'alerte, c'est parce que l'ensemble du système ne va pas, et ça se voit particulièrement aux urgences. Est-ce que c'est un peu accentué avec la crise du Covid, ce constat, selon vous? J'ai plutôt l'impression que c'était une espèce de parenthèse où on a vécu dans un autre monde, avec un autre mode de fonctionnement, avec d'autres règles de fonctionnement à l'hôpital, où d'un seul coup, la ligne des possibles n'était plus la même. Et puis la réalité, très très dure, a repris le dessus. Et je pense aussi que pour les personnels qui ont été confrontés à cette situation, qui ont vécu des moments extrêmement difficiles, se retrouver aujourd'hui devant cette indigence à l'hôpital, c'est encore plus difficile à vivre. Et c'est pour ça que les gens se barrent. Le vrai problème, il est aujourd'hui, il y a des lits qui manquent de personnel, mais non seulement on ne peut pas les recruter, mais on est dans une période où les gens se barrent. Denis Range, je suppose que le constat est le même en Belgique actuellement, mais je voulais qu'on vienne un petit peu sur un autre point. Ce sont les déserts médicaux que l'on met souvent en avant, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe. C'est l'un des problèmes également en Belgique, le manque de médecins, le manque de dentistes, le manque de gynécologues, par exemple, dans certaines villes, dans certaines régions. Oui, donc chez nous, on a le même problème. L'accès à la médecine générale, c'est compliqué. Par exemple, la ville où je travaille et où j'habite aussi, en fait, les nouveaux patients ne trouvent pas forcément de médecin généraliste. Quand il y a un nouveau médecin généraliste, sa patientèle est pleine en 3 mois. Ici, les villes voisines sont passées en désert médical, alors qu'on est en Brabant wallon, juste au sud de Bruxelles. Donc, c'était quelque chose qui m'a vraiment fort étonné, mais qui s'est produit. Donc oui, effectivement, on a là un problème. Je pense qu'on a une limitation de l'offre de soins et un manque d'attrait de la médecine générale en Belgique. Et donc, on n'a pas surrecruté correctement les médecins. Je pense qu'on nous a limité aussi en termes de numéro INAMI, en se disant s'il y a moins de médecins, il y aura moins de dépenses. Et en fait, le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de médecins qui ont limité aussi leur temps de travail, et donc on se retrouve avec une offre médicale qui n'est pas suffisante. Oui, donc ça arrive aussi. Au niveau hospitalier, c'est moindre, mais au niveau de la médecine de ville, ça c'est compliqué. Ouais. Frédéric Lapostole, mes parents, ils sont à 1 heure de Paris, ils doivent faire 40 km pour trouver un médecin généraliste. Est-ce que ça va s'aggraver, selon vous, cette situation dans plusieurs zones de France et même de Belgique, comme on vient de le voir? La démographie médicale nous est pas très favorable. Les médecins sont plutôt vieillissants. On n'est pas encore dans la remontée du numerus clausus. Donc c'est ce qui fait dire qu'au-delà du colmatage, il va encore y avoir un certain nombre de crises parce que les réformes de fond qui sont indispensables, si elles étaient faites aujourd'hui, ne porteraient pas leurs fruits avant plusieurs années. Vous êtes optimiste, ça sera le mot de la fin en 20 secondes pour la suite. Je suis optimiste par nature, mais réaliste aussi. Les hospitaliers, qui sont ceux que je connais le mieux, ont fait un sacré boulot depuis un certain nombre de temps. Je ne suis pas sûr qu'ils tiennent encore très très longtemps. Merci beaucoup. En tout cas, Frédéric Lapostole, et bien entendu, on soutient tous les hospitaliers et tous les membres du milieu, bien entendu, qui nous regardent. Denis Range, merci à vous depuis la Belgique d'avoir témoigné également pour la situation également en Belgique. Merci à tous les deux.